Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda VFR 750 RC36 de deuxième génération de 1996. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, j'ai encore la chance de pouvoir tester une Youngtimer grâce à l'un de mes abonnés. Merci encore à lui de s'être déplacé jusqu'ici. Donc les amis, aujourd'hui je suis sur une machine quasi légendaire, hein. La VFR 750 a marqué son époque et vous avez déjà vu très certainement sur ma chaîne le test de la première génération de celle-ci, c'est-à-dire la RC36 première génération. Car vous l'aurez compris vu le titre de cette vidéo, là on est sur la deuxième phase, deuxième génération de cette RC36. Et finalement, je ne sais pas pourquoi ils ont gardé la même dénomination, vu que les motos sont vraiment très différentes. Tout d'abord, je rappelle que les VFR 750 sont des machines sport GT. C'était à l'époque où le segment le plus plébiscité, c'était ce genre de machines, hein, des machines avec un look sport, mais qui vous permettaient néanmoins de rouler au quotidien avec aussi la possibilité de rouler avec un passager. Comme toutes les autres VFR, celle-ci est motorisée par un V4, vous l'aurez compris, de 750 cm3. Et cette deuxième génération a vu son esthétique vraiment modifiée par rapport à la première que j'avais déjà testée. La première avait un look vraiment typé années 80. Là, sur celle-ci, on retrouve vraiment l'esprit du biodesign des années 90. Elle est toute en rondeur et elle ressemble beaucoup esthétiquement à la Honda NR, qui était un genre de prototype homologué à l'époque. Comme je vous le disais, la motorisation, c'est bien sûr un V4, comme sur toutes les autres VFR. Ce moteur a un petit peu évolué par rapport à la première génération. Celui-ci est toujours à carburateur, il fait toujours 100 chevaux, mais il semblerait qu'il y a eu pas mal de modifications au niveau de la carburation sur ce modèle. La machine que je teste aujourd'hui est quasiment en configuration origine, ce qui est relativement rare sur ce genre de moto un peu ancienne. Les seuls modifs que vous pouvez voir, c'est tout d'abord la bulle. Normalement, bien sûr, c'est une bulle transparente. Là, elle est complètement opaque. Le support de plaque à l'arrière a été complètement raccourci, voire même, on peut dire, supprimé. Et l'échappement a été modifié. On a un silencieux de la marque MIG. Et celui-ci est d'ailleurs en position haute, là où l'échappement d'origine était lui en position basse. Pour le reste, tout est encore d'origine sur cette machine et ça fait vraiment plaisir. Bon, à la prise en main, cette machine est bien plus facile que ce que son gabarit suggère. Parce que cette évolution, la deuxième génération donc de RC36, est esthétiquement bien plus volumineuse, bien plus large que la première RC36. Quand on monte dessus, on a néanmoins une position assez agréable. Le réservoir n'est pas trop large, il est quand même assez bien, on va dire, échancré sur le côté afin qu'on puisse bien mettre nos cuisses, nos genoux. On fait corps avec la machine, on est forcément un petit peu basculé vers l'avant, mais je rappelle que sur les VFR, le guidon est pris au-dessus du de fourche et non pas en dessous, comme c'est le cas sur les véritables sportives. Lorsque je m'arrête, vous voyez que je peux toucher des deux côtés le sol, mais la moto est quand même un peu trop large pour que j'ai les deux pieds complètement à plat. Les premiers tours de roue avec cette machine sont assez rassurants, hein. On n'a pas l'impression d'être sur un pachyderme, alors que la moto est quand même toujours un peu lourde. Bien que celle-ci ait vu son poids diminuer par rapport à la première RC36, on a un poids tout plein fait aux alentours des 236 kg, là où la RC36 de première génération faisait 7 ou 8 kg de plus. Si vous désirez prendre les infos autour de vous, c'est relativement facile, on n'est pas non plus complètement allongé sur le réservoir. Vous pouvez vous retourner et vérifier ce qui se passe sans lâcher le guidon. On a les deux rétros d'origine pris sur le carénage, donc on voit assez bien directement ce qui se passe derrière. Et vous pouvez voir que la petite particularité de ces rétros, c'est qu'ils ont des soufflets en caoutchouc
c'était déjà présent sur la première RC36. Je pense qu'ils ont fait ça pour l'aérodynamique ou juste pour le style. Alors pour l'instant, je roule encore à assez faible vitesse et déjà la bulle est complètement inefficace. Elle est beaucoup trop basse, vous voyez que ma tête est déjà bien au-dessus. Et le problème c'est que en plus, contrairement à un roadster où j'aurais juste l'air qui est face à moi, là j'ai vraiment tout le carénage avant et la bulle qui dévie l'air directement sur mon torse. Au final j'ai plus d'air que si j'étais sur un roadster. C'est assez pénible. Allez, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Eh ben les amis, vous voyez que pour l'instant, même sans forcément faire hurler le moteur, c'est déjà très efficace. Et je suis surpris par la sonorité de cet échappement. Au final, c'est relativement discret, ça hurle pas. J'arrive maintenant dans le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Alors comment ça se comporte avec cette VFR? Là pour le coup, c'est un peu plus difficile que sur une machine récente. On sent bien qu'elle est un peu lourde. Les bracelets ne permettent pas non plus d'avoir un bras de levier hyper important. Il faut mettre un peu de force pour la déplacer. Mais ça reste gérable, c'est pas non plus un tank. D'ailleurs sur cette machine, la taille des pneus n'a pas évolué entre la première génération d'RC36 et celle-ci. On a toujours des roues en 17 pouces, 120 à l'avant et 170 à l'arrière. C'était une taille standard pour des machines de ce genre à l'époque. Bon les amis, comme d'habitude, on va faire un test d'accélération sur cette route. Donc je rappelle qu'on a une machine qui est donnée pour 100 chevaux et 236 kg. Il n'y a bien sûr aucune aide électronique, il n'y a pas d'ABS. On est sur une Youngtimer, je rappelle c'est des machines un peu anciennes, quasiment collection. Donc c'est vraiment à l'ancienne. Allez, c'est parti, let's go. Eh bien, comme sa devancière, cette machine est vraiment efficace. On arrive à 100 fond de première, début de 2. Et ça marche toujours aussi bien. Franchement, ça vous prouve bien que les motos d'il y a une trentaine d'années étaient vraiment déjà tout à fait au niveau de ce qu'on peut avoir encore actuellement. Alors maintenant, je vais faire un test sur la place que prend cette machine en faisant un demi-tour. Donc, je signale mon intention de tourner, je braque à fond. Et là, vous pouvez voir que le guidon, il est très vite embuté. Je maintiens la moto droite pour faire le même test que d'habitude. Voyons si je reste sur l'espace de cette route. Ah, ça a l'air de passer, mais vraiment limite. Ouais, s'il y avait eu un trottoir au bord de cette route, je pense que je l'aurais soit tapé, soit vraiment effleuré. Cette moto, pour une machine de ce genre, braque convenablement. Bon, on est reparti pour un test d'accélération et après, je me concentre sur le freinage. Allez, on est parti. Maintenant, je ralentis, frein arrière, ça freine assez peu, frein avant. Alors le frein avant freine plutôt bien. Sur cette machine, bien sûr, on a des freins à disque partout. Et en plus, vous pouvez voir que les leviers, que ce soit le frein ou l'embrayage, sont réglables en écartement. Et on a même un embrayage hydraulique. Cette moto était quand même assez haut de gamme lorsqu'elle était distribuée il y a une trentaine d'années. En termes d'efficacité, ce moteur est toujours aussi rassurant quand on accélère fort, parce qu'il n'est pas brutal, il ne vous désarçonne pas, il est ultra efficace, mais ça me semble un peu moins linéaire que sur la première génération. J'ai l'impression que quand on dépasse les 7-8 000 tours, la machine se réveille un peu plus, ce que ne faisait pas la première RC36, qui restait cool en permanence, mais très efficace. Allez. Ouais, c'est sûr. Au-delà des 7000, ça devient beaucoup plus fort.
Et la sonorité, quand on monte dans les tours, avec cet échappement, elle est vraiment géniale. C'est pas trop fort, c'est juste suffisamment sport. C'est la mélodie qu'on a envie d'avoir sur ce genre de moto. D'ailleurs, j'ai oublié de le repréciser, mais cette moto est toujours avec une distribution à cascade de pignons, ce qui rend cette mécanique extrêmement fiable. Mais j'ai l'impression que le système est un peu moins audible que sur la précédente RC36 qui faisait un petit couinement à chaque accélération. Au niveau des commodos, on retrouve exactement les mêmes que sur la version précédente. On a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage à gauche avec des inscriptions en rouge. On a la petite tirette pour le starter et sur la droite, démarreur coupe-circuit ainsi que le bouton pour l'allumage des feux. Le compteur a aussi évolué sur cette deuxième génération, mais on retrouve globalement les mêmes infos. On a un gros compte-tours à fond blanc, on a la vitesse qui, elle, est à fond noir, et c'est très facilement lisible parce que les aiguilles sont rouges. Et vous avez aussi deux cadrans plus petits, un pour votre jauge de carburant, l'autre pour la température du liquide de refroidissement. Très facilement lisible. Les autres voyants sont pareil, assez bien placés, relativement hauts. Et vous avez un voyant qui vous indique si vous avez laissé votre béquille latérale, ainsi qu'un petit voyant pour la réserve de carburant, car il semblerait que, contrairement à la première génération, il n'y ait plus de robinet pour se mettre en réserve. Là, vous avez juste un voyant. Actuellement, je suis en ville et franchement, même à 2500 tours, la machine, elle cahote pas trop. Je la trouve finalement peut-être un peu plus souple que la précédente génération. Là, on va faire un test. Donc je suis en deuxième, je crois là, non, en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Bon, là, je suis en 6. Alors 6 à 30, il veut pas. 5 à 30, il veut pas. 4 à 30, donc à 1800 tours, ça reprend quand même. Mais c'est certain que on n'a pas du tout la même souplesse qu'un moteur équivalent en 4 cylindres en ligne. Le 4 cylindres en V est un petit peu plus rugueux, mais franchement c'est quand même très très bon. Allez, de nouveau un petit virage à basse vitesse. Ouais, en fait, faut un peu jouer avec l'inertie et le poids de la moto. En fait, faut pas hésiter à la balancer un petit peu. Faut pas uniquement rester, je veux dire, comme sur une machine moderne, à donner juste une petite impulsion au guidon. Là, il faut jouer un peu avec le corps. Ça se conduit de manière un peu à l'ancienne, mais une fois qu'on a trouvé le manuel, je dirais, bah, c'est loin d'être difficile à manœuvrer, hein. J'arrive maintenant sur un Dodan. Comme d'habitude, je le prends à 30 km/h. Alors, comment ça se comporte? C'est relativement ferme. Sur cette machine, vous avez une fourche à l'avant classique, elle n'est pas inversée. Et il semblerait qu'il y ait quand même quelques petits réglages possibles sur celle-ci. Et à l'arrière, vous avez un amortisseur. Et j'avoue avoir oublié de regarder s'il y avait des réglages. Mais pour l'instant, la moto se comporte bien tant qu'on reste à une vitesse standard. Là, je vais essayer de prendre le prochain un tout petit peu plus vite, voir comment les suspensions réagissent. Allez, là je suis à 40. Ça reste ferme, mais c'est pas non plus déstabilisant. La machine semble bien camper sur ses suspensions. On n'est pas trop handicapé par le poids. Allez, maintenant, succession de virages. Voyons comment ça se comporte. Et clairement, si on monte dans les tours, ça devient tout de suite beaucoup plus sport, beaucoup plus fun. On redécouvre la machine en fait, hein. Entre 7 et 11 000 tours, ça devient une furie. Ça me fait beaucoup penser au final à la VFR 800 FI, qui elle aussi avait un côté très sport. Et quand je vous dis c'est stable, hein. Par contre c'est vrai que comparé à une machine moderne, c'est un peu lourd. Mais franchement, en termes dynamiques, je vous mets au défi de dire que c'est une moto des années 90, hein. C'est vraiment tout à fait au niveau de ce qu'on peut avoir sur des motos récentes, hein. Allez, de nouveau un rond-point, ça se balance assez facilement. Prise d'info, pas de problème. Et je réaccélère.
presque un petit comportement VTEC. Vous devez savoir, si vous regardez mes vidéos, qu'il y a eu une génération après, bien plus tard, de VFR 800 avec ce système VTEC qui donnait un comportement complètement différent à haut régime. Et ben on retrouve un petit peu ce sentiment sur cette VFR 750, même si elle n'est pas équipée de cette technologie. C'est vraiment un bonheur de conduire cette machine. J'avais déjà adoré la première RC36. Et bien celle-ci, finalement, je me demande si je la trouve pas encore mieux. Maintenant, on va faire un petit tour sur l'autoroute. Allez, je m'insère. Forcément, pas de problème. Je vais dépasser. On va redépasser. Bon, actuellement sur l'autoroute, par contre, il y a toujours le problème de la prise au vent. La protection est quasi inexistante, mis à part peut-être au niveau des genoux, parce que le réservoir et le carénage devant lui sont un petit peu larges. Mais franchement, j'en ai plein la tête. J'ai énormément de prise au vent. Je vais maintenant faire un test de reprise. Là, vous voyez, je suis environ à 130. J'accélère à fond. Et ça reprend super bien. Et finalement, on voit l'efficacité du carénage quand on monte vraiment à très haute vitesse. C'est vraiment quelque chose qui a été étudié pour rouler largement au-delà de toutes les limites. On sent bien que c'était une autre époque. Hein. Et surtout, la machine, lorsqu'on prend beaucoup de vitesse, elle est stable, elle est rassurante. Ça vous incite à rouler super vite. Hein. Au niveau de l'éclairage, bien sûr, sur cette machine, dans les années 90, tout est encore à ampoule, ce qui est tout à fait normal. Et ce que j'aime beaucoup sur cette machine, c'est que tout l'éclairage est intégré dans les carénages, y compris, bien sûr, les clignotants, aussi bien devant que derrière. Comme ça, l'esthétique de la machine n'évolue que très peu, même pour ceux qui veulent un peu les modifier. Allez, une dernière accélération. Ah là là. Comme je le dis, hein, cette deuxième génération incite beaucoup plus à aller titiller la zone rouge que la première RC36. Franchement, très 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 sympa. Encore une excellente découverte. Bon, maintenant, parlons un petit peu des autres aspects de cette machine. Au niveau pratique, tout d'abord. Comme souvent sur les sportives, il n'y a pas grand chose au niveau pratique. Déjà en termes de rangement, vous pouvez démonter la selle, mais en dessous, il n'y a quasiment pas de rangement. Il y a peut-être quelques outils, vous pouvez mettre un gilet jaune, ce genre de choses, mais c'est vraiment limité. Par contre, si vous voulez rouler avec un passager, la moto est parfaitement adaptée pour ça. Actuellement, il y a un capot de selle, mais celui-ci se démonte relativement facilement. Et vous avez en dessous une selle biplace. Et vous avez aussi la possibilité de rajouter une poignée afin que le passager se maintienne. Forcément, tout ça a été livré avec la moto, hein, c'était pas une option. Au niveau de la consommation, le propriétaire m'annonce 7 litres au 100, ce qui me semble tout à fait normal pour ce genre de machine. Bien qu'il n'y ait pas de rangement sur la moto, ou très peu, vous avez quand même un attache-casque. Ça, c'est à souligner. C'est quelque chose qui ne se fait plus vraiment sur les motos modernes. Enfin, finalement, cette deuxième génération de RC36, c'est maintenant ma VFR préférée, toute génération confondue. J'adore vraiment cette machine, déjà ne serait-ce que par l'esthétique. Elle a vraiment beaucoup évolué par rapport à la première génération. Le côté avec les petites ailettes sur les côtés, les aérations, ça ressemble beaucoup à ce qui se faisait sur certaines Ferrari de l'époque. Et perso, j'adore. En plus, dans ce coloris rouge, ça lui va à ravir.
On a toujours la jante à l'arrière qui est tenue par un monobras, ce que je trouve absolument sublime. Et l'optique a un peu évolué à l'avant, vous l'avez vu aussi, avec un genre de double optique. Perso, je trouve ça super joli. En plus, comme je vous le disais, cette machine a un moteur donc avec une distribution par cascade de pignons, ce qui rend cette moto extrêmement fiable. Aujourd'hui, vous voyez que la machine que je teste n'a que 57 000 au compteur, ce qui est ridicule. Ces motos ont déjà vu parfois leur compteur jusqu'à 4 voire 500 000 km sans avoir de problème majeur. C'est extrêmement fiable. Donc d'occasion, aucun problème d'acheter même un modèle qui aurait plus de 100 000 km. En plus, actuellement, le modèle que je teste n'a pas une cote très élevée d'occasion. Un modèle comme celui-ci vaut dans les 3 000 €, ce qui est très raisonnable au vu des prestations. C'est vraiment une machine géniale. Donc si vous désirez avoir une sportive GT qui fait tout bien, avec un bon look, une super fiabilité, bah franchement, ruez-vous sur les quelques modèles qui sont en vente actuellement, car je pense que d'ici quelques temps, les prix ne vont faire qu'augmenter, surtout que Honda a définitivement arrêté la gamme VFR. Pour l'instant, il n'y a plus du tout de VFR au catalogue. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette VFR 750 RC36 deuxième génération de 1996. Si vous avez des questions, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez possédé cette machine ou si vous la possédez encore, dites-nous comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez aimé cette machine? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Parce qu'il semblerait que ce soit extrêmement fiable, mais je suppose que bien sûr, il peut y avoir quand même quelques problèmes. Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience, vu que cette moto est en passe de devenir collection et très certainement un collector d'ici quelques années. Je tiens encore à remercier le propriétaire de s'être déplacé jusqu'ici afin que je puisse la tester. C'est super sympa de sa part. Et je reprécise bien sûr que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez que je teste en vidéo, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que grâce à mes abonnés, je sors ce genre de test assez régulièrement. Je vais maintenant aller rendre cette VFR, je vous dis à la prochaine et surtout, V à tous! Cette moto en plus est équipée, vous le voyez, d'une béquille centrale, ce qui est très pratique. Et je ne sais pas par contre sur ce modèle si c'était d'origine ou si c'était une option à l'époque.